Bonjour, merci à tous ceux qui sont connectés en direct et puis à ceux qui viendront nous suivre en replay. Nous sommes donc dans un webinaire organisé dans le cadre du concours Positif Futur sur le travail en 2050, organisé par l'IEA de Paris et la Fondation 2100 et soutenu par l'ANACT et l'INRS. Alors, je suis Marc Malenfer, je suis responsable de la veille et de la prospective à l'INRS, dont je vous dirai deux mots ensuite. Et je suis accompagné pour ce webinaire par Solène Debonis, qui est la principale cheville ouvrière de l'organisation de ce concours, et Pierre-Antoine Marty, qui est consultant, formateur sur les questions de design fiction et qui est par ailleurs en train de finaliser une thèse à l'École des hautes études en sciences sociales sur les récits d'anticipation. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un webinaire sur le design fiction qui part d'un exemple récent d'exercice de prospective conduit par l'INRS sur les questions d'évolution du travail et du pilotage du travail notamment. Alors, je vais commencer par vous présenter en quelques mots cet exercice pour que vous puissiez bénéficier aussi de la matière qui a été travaillée dans ce cadre-là. Je vous dis deux mots quand même de ce que c'est que la prospective et pourquoi on en fait à l'INRS. La prospective, ça nous sert à identifier et à décrire différents futurs possibles afin de nous aider à prendre des décisions aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est d'identifier des enjeux dans les transformations du travail à venir. Et pourquoi on fait ça à l'INRS? On fait ça parce que l'INRS, c'est l'Institut national de recherche et de sécurité. C'est un organisme qui est chargé de la prévention des risques professionnels en France. Et donc, ces travaux de prospective servent à alimenter d'une part les réflexions de notre conseil d'administration, c'est-à-dire des partenaires sociaux, et d'autre part à alimenter les réflexions internes de nos collègues chercheurs, etc. Et c'est un travail que nous réalisons toujours de manière pluridisciplinaire avec des partenaires internes et externes. Alors, ce qu'on vous propose autour de cet exercice, c'est de vous décrire rapidement le contexte et l'objet. Le contexte, c'est qu'on a des entreprises qui sont de plus en plus confrontées à des environnements instables et donc qui, face aux évolutions géopolitiques, environnementales, technologiques, cherchent de plus en plus ce qu'elles appellent de l'agilité dans leur organisation. On a à côté de ça des salariés qui, notamment à la suite de la crise du Covid, euh, sont en quête de sens et de davantage de sens dans leur travail et d'une recherche d'un meilleur équilibre entre vie perso, vie pro. Et puis, on a en trame de fond la question de la transition écologique qui implique une transformation des systèmes de production. Et donc, l'objectif de cet exercice, c'était d'envisager quelles étaient les évolutions possibles des modalités de travail à un horizon 2040 et d'imaginer quelles modalités de pilotage pourraient émerger dans ce contexte afin d'identifier les éventuelles conséquences en matière de santé-sécurité au travail. Pour ce faire, comme souvent, comme toujours, même en prospective, on a d'abord constitué un groupe de travail, sollicité un certain nombre d'acteurs extérieurs, des interviews d'experts, des visites d'entreprise, et on a procédé en trois temps. D'abord, une analyse rétroprospective des transformations du travail sur la base de travaux antérieurs. Ensuite, une phase de design fiction qui va particulièrement vous être décrite aujourd'hui. Et puis enfin, une analyse des cas fictifs qui ont été produits dans le cadre du design fiction par un groupe d'experts en santé et sécurité au travail pour identifier les enjeux de prévention des risques professionnels.
Alors, la phase rétroprospective de l'exercice, elle s'est notamment traduite par la reconstitution des évolutions des modes de management. Alors là, la diapo, évidemment, n'est pas lisible. Vous pourrez trouver tous ces contenus, j'ai oublié de vous le préciser, sur la page prospective du site de l'INRS que Solène va vous mettre dans le chat. Ce qu'il faut savoir, voilà, l'intérêt de cette frise, donc tu peux la dézoomer, c'est de montrer à quel point, au fil du XXe siècle, les théories managériales, les modalités de pilotage de l'activité se sont multipliées et diversifiées. Et la graduation qui est retenue pour cette frise va du plus d'autonomie tout en bas dans les barres bleues au contrôle maximum sur l'activité des travailleurs. Et donc, tout en haut, vous avez les plateformes de la gig economy du type Uber ou Deliveroo. Et puis, tout en bas, vous avez aussi des plateformes, mais des plateformes de vrais indépendants, on va dire, du type Malte. Et au milieu, le mainstream du Fordisme et du Taylorisme et de ses dérivés. On peut tout de suite passer à la diapo suivante euh, qui montre les différentes mutations de l'environnement des entreprises qu'elles sont amenées à prendre en compte quand elles prennent des décisions. Alors, les bulles roses concernent plutôt les décisions qui vont être prises dans le cadre de la définition de la stratégie des entreprises. Donc, il y a les questions de changement climatique, les évolutions du rapport au territoire, les questions d'évolution du contexte géopolitique et les questions de technologie, d'automatisation de la production. Et les bulles bleues représentent plutôt des éléments qui vont impacter la gestion des ressources humaines et le management. Donc, il y a la polarisation du marché du travail, les évolutions du rapport au travail, la question de l'intégration des nouvelles générations, les transformations sociétales, l'évolution du rapport à l'autorité, etc. Les questions d'inclusion dans les entreprises, les questions de vieillissement de la population active et les questions de migration. Face à ces mutations externes, tu peux passer à la suivante, les entreprises, elles ont un certain nombre de leviers d'action qu'on vous a représenté de manière extrêmement synthétique ici. Ce qui est à gauche de la diapo, on va dire, c'est plutôt des leviers d'action de management interne aux entreprises autour du temps de travail, du statut d'emploi des travailleurs, des questions de travail à distance, de lieu de travail, etc. Et puis ce qui est à droite, c'est plutôt des choix organisationnels et de gouvernance, donc le développement de modèles coopératifs, la plateformisation, les questions d'économie collaborative, le choix de recourir à de la sous-traitance, par exemple. Tous ces éléments qu'on vous a décrits servent à nourrir la phase suivante qui est celle du design fiction. Cette analyse, ces contenus, c'est très intéressant, mais vous le voyez d'ailleurs, surtout quand je le présente de manière extrêmement rapide, c'est foisonnant, c'est très dur à assimiler. C'est pour ça, pour faciliter le travail d'assimilation, que le recours au design fiction a été choisi dans le cadre de cet exercice. Et pour vous en parler, je laisse la parole à Pierre-Antoine. Bonsoir, Non, bonsoir à on tous. avait, pardon, excuse-moi, on avait Ouais, évoqué la possibilité de laisser oui, nos auditeurs poser des questions, s'ils en ont déjà à ce stade. Et s'ils n'en ont pas, on continue. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? C'est bon, bon, très bien. Bon, alors on enchaîne. n'hésitez pas pendant le fil de mon propos à lever la main. Et donc, merci, je suis très content de vous présenter un peu et cette démarche qu'on a menée Plurible avec l'INRS et de manière plus générale, on va dire l'approche de design fiction et de narration. Alors, je ne vais pas vous apprendre à être des experts dans la création d'histoires, mais on va voir un peu sur la base des travaux qu'on a fait avec l'INRS, d'autres créations, des choses qui pourront, espérons-le, vous inspirer dans le cadre de vos futures créations qu'on a hâte de découvrir.
Alors, le design fiction, qu'est-ce que c'est? Le design fiction, ben, voilà, il n'y a pas de définition vraiment précise, exhaustive et canonique. Celle que je vais vous présenter, celle-ci, il y a d'autres personnes qui en auront d'autres, hein. Le design fiction, c'est une approche d'exploration du futur. Donc, voilà, on est vraiment sur s'ouvrir l'esprit, ouvrir un peu le champ des possibles, basé sur les rapports de la fiction, de la science-fiction souvent, parce que la science-fiction a à voir avec le futur. Donc, l'idée, c'est on va prendre le prisme de la fiction, raconter des histoires, produire des visuels, produire des environnements un peu ça originaux, mais pour les appliquer à des questions d'exploration, on va dire, plus stratégiques pour les organisations. Donc, les apports de la fiction et reposant, donc, qu'est-ce qu'on produit dans le design fiction? Des artefacts. La définition orthodoxe du design fiction, c'est vraiment ça, c'est produire des artefacts, c'est-à-dire des objets qui donnent une image de ce à quoi pourrait ressembler le futur. Les objets, c'est quoi? C'est une de journal, des catalogues, je sais pas, des modes d'emploi, un vrai objet qu'on peut construire, une maquette. Donc, les artefacts, vous, on va plutôt vous demander de raconter des histoires, donc la mise en récit et le recours plus généralement aux imaginaires. C'est-à-dire, là, on a vu un tas d'approches, on va dire, méthodologiques, basées sur les propos d'experts. L'idée de la design fiction, c'est peut-être d'augmenter ça ou de le lier avec une approche plus narrative, imaginative. Je vous montre un exemple très concret de ce à quoi pourrait ressembler le design fiction, c'est-à-dire là une création qui vous plonge dans un futur possible. C'est une création que Futurible a proposée dans le cadre de son rapport Vigie. Rapport Vigie qui sort tous les 2-3 ans, qui sont voilà, 200-300 pages de points sur les grands questionnements qui peuvent se présenter à nous pour les 20 années à venir. Donc, le dernier rapport a été divisé en 7 chapitres thématiques. Le rapport aux technologies, le rapport à la naissance et à la mort, etc. Il y avait un chapitre sur l'environnement. Chaque chapitre a été illustré par une création de design fiction. Le chapitre sur l'environnement, sur la base d'hypothèses prospectives qu'on a identifiées dans le chapitre, eh ben, on a construit cet artefact-là. On était accompagné par des graphistes, design fiction. Qu'est-ce que c'est? Ben, voilà, on a un éclat du futur hein, qui nous vient du Muséum d'histoire post-naturelle, Muséum national d'histoire post-naturelle. Le ton transgénique plastique, donc je vous laisserai découvrir en détail. Globalement, voilà sa particularité. C'est une création issue du courant du techno-naturalisme. Et on lui a greffé un deuxième estomac. Ce deuxième estomac lui permet d'ingurgiter le plastique sans avoir à souffrir et à emboutir. On a de nouveau plein de thon dans les océans. Vous voyez, c'est une création assez ambiguë qui nous dit, par ces simples artefacts, on a tout un champ de possibles qui est ouvert. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que ben, en fait, la pollution, elle n'a pas cessé. Par contre, on a imaginé des moyens de vivre avec. Et ces moyens de vivre avec, on les a implémentés grâce à la technologie. Par le simple décalage, ben voilà, il y a tout un imaginaire qui se met en marche. Vous pourrez trouver ces créations sur le site de Futurible, il me semble. Puis bon, de toute façon, le design fiction, vous trouvez plein d'exemples sur. Qu'est-ce que ça apporte, le design fiction, dans les démarches de prospective? Raconter une histoire, ça permet de donner du sens. Hein, tisser une histoire par le fil du récit, ça permet de dégager voilà, une cohérence aux choses, qui sinon sont trop. Voilà, sinon, la vie est un chaos. Et raconter une histoire, ça permet voilà, de nous donner repères, des horizons. Ça permet de s'approprier, rendre le futur plus abordable. Hein. C'est ce que tu disais, Marc, tout à l'heure, c'est-à-dire que la démarche du travail en 2040, le fait d'en passer par le design fiction, ça permet aussi aux lecteurs de se projeter plus concrètement sur la façon dont le travail pourra s'organiser, autrement que par les concepts, mais plutôt par le vécu des gens. S'immerger, une chose est de prévoir des grandes tendances, l'autre chose c'est de se dire ben, concrètement par quoi ça va se traduire. Donc on fait comme si le futur existait, comme si on évoluait dedans pour voir, hein, ça nous permet de vivre cette expérience du futur un peu par procuration. L'approche fictionnelle nous permet également de nous affranchir
On va sortir du côté probable, improbable, etc., impossible, possible, pour être dans le côté plus raconter une histoire qui fonctionne, une histoire qui va avoir de l'impact. Donc, nous, ce qu'on défend quand même, hein, sur les 4 premiers piliers que je viens de citer, c'est votre mission, ce pourquoi vous vous engagez, c'est de raconter des histoires qui ont trait au futur du travail. Donc, c'est de partir quand même de données existantes. Donc, sur ce qu'on peut imaginer ou déjà constater du travail, ce qu'on peut imaginer du futur du travail, et à partir de là, construire vos narrations. Et surtout, oser. Ça, c'est le dernier pilier. Laisser libre cours à l'imagination, bah, les apports que nous permettent de la fiction, parce qu'on va s'interdire souvent en écrivant un rapport, la méthodologique, on va se l'autoriser avec la fiction. Autorisez-vous, hein, on dit souvent, la réalité dépasse la fiction. Autorisez-vous à imaginer des choses peut-être pas farfelues, mais voilà, que vous vous interdiriez si vous êtes dans une projection sur le travail un peu plus rationnel. On est en 2050 et on se projette là-dedans, ce qui vont sortir. Plus concrètement, sur le projet INRS, qu'est-ce qu'on a imaginé? Donc, vous avez vu tous les constats qu'on a dressés dans la séquence, les grandes tendances, les leviers à disposition des entreprises, les méthodes managériales, etc. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va traduire ça dans des narrations. Donc, il y a tout le volet analytique, méthodologique, et comment est-ce qu'on va traduire ça dans les narrations. Ben, ce qu'on a imaginé au fil de nos échanges avec l'équipe projet, c'est un réseau social. Un réseau social qui nous plonge dans le monde du travail de 2000, en l'occurrence, notre borne chronologique était de 2040. Un réseau social professionnel type LinkedIn, hein, pour ne pas le citer, mais qu'on a appelé Humans at Work. Humans at Work, on va imaginer qu'on parle plus anglais en 2040. Et donc, la traduction, et qui a le mérite, en fait, de mêler Humans at Work, le côté personnel, avec le côté plus professionnel. Donc, ça nous permet aussi d'aller un peu plus dans l'intimité des personnes. Donc, on trouve, comme dans n'importe quel réseau social professionnel, plusieurs types de pages, hein. Nous, les pages qu'on a développées pour ce réseau social fictif, c'est les pages entreprises, donc la page entreprise qui permet de faire ça connaître, hein, et la page des travailleurs, qui soignent leur image travailleur par le biais de leur profil. Donc, on va vous donner quelques exemples d'entreprises. On va vraiment les balayer très rapidement. Vraiment, je vous invite à vous référer, si vous voulez en savoir plus sur ces entreprises du futur, au rapport qui est téléchargeable en ligne. L'idée pour nous, là, c'était de balayer tout un tas d'entreprises et de secteurs d'activité, de modalités possibles. Par exemple, il y a des plateformes. Il y a 2 plateformes. Il y a Flex.co, hein, qui s'adresse un peu aux freelance premium. Et Flex.co va à la fois vous permettre de trouver un travail, mais aussi pour les digital nomades de louer un appartement, et aussi d'avoir des soirées de convivialité, avoir un mode un peu Tinder, etc. Puis il y a France Inclusive. France Inclusive, je vous laisserai la découvrir en détail. C'est la plateforme mise en place par les autorités, notamment le ministère de l'Intérieur, le ministère du Travail, pour accueillir les migrants climatiques et pour les orienter vers des parcours de travail plus ou moins éthiques. Voilà, puis il y a la cosmétique, il y a l'industrie, il y a plein de choses. Il y en a une qu'on va vous détailler un peu plus en détail, pour vous donner une idée de comment est-ce qu'on a construit les personnages. J'y reviendrai plus tard. Donc ensuite, il y a une dizaine de travailleurs et de travailleuses, hein, qui chacun représentait une entreprise, ou parfois 2 personnes par entreprise. Pareil, on a du cadre à l'intérimaire, sans par le travailleur des plateformes, en fonction de son activité, pour avoir un panel le plus représentatif possible. Donc, encore une fois, si vous voulez vous inspirer sur des personnages possibles, des secteurs d'activité possibles, je vous invite à parcourir ces pages. C'est pas bien long. Le cahier de design fiction dans le rapport final, il doit faire, je sais pas, une trentaine de pages maximum, avec des images. Comment est-ce qu'on a construit ces cas? C'est important pour vous donner voilà, la manière, le matériau narratif, la matière première. Donc, on a essayé de varier un tas d'ingrédients. D'abord, tout ce qu'on a dressé en amont, c'est-à-dire les variables de l'environnement des entreprises, crise géopolitique, changement climatique, les différentes dynamiques à l'œuvre.
Voilà, on l'a dit, hein, le temps de travail, etc. Les secteurs ciblés. Donc là, on a dû faire un choix, hein, on n'a pas pu représenter tous les secteurs. Vous avez vu qu'il y a le métier du care, etc. Il y a l'industrie 2.0, les plateformes, et une bonne dose d'imagination. Ça, le secret, ben, chacun la sienne, hein. Si on a son inspiration, ben, ça, comment est-ce qu'on s'inspire? C'est en regardant, en lisant d'autres histoires, voilà, en se plongeant dans des futurs possibles, parfois assez déroutants. Donc cette recette-là nous a permis d'établir à la fois les cas fictifs des entreprises et le profil des travailleurs qui vont avec. Il n'y a pas d'ordre. On a commencé parfois par les travailleurs, parfois on a commencé par les entreprises. De l'entreprise a découlé des travailleurs ont découlé. Donc là, on va vous détailler un exemple, hein, c'est Copain, notre ami Guillaume, hein. On a pris la variable de l'automatisation, deux variables croisées, automatisation du travail, en l'occurrence robotisation, et vieillissement de la population active. Un modèle coopératif, un dialogue social poussé, etc. Dans le secteur du BTP, on a pris notre petite dose d'imagination, produit légal, bien sûr, et donc ça a donné Copain et Guillaume. Donc voilà, là, vous pourrez découvrir encore ça dans le rapport final, mais c'est le croisement des entreprises, hein. Donc on a en haut toutes les 8 entreprises qui sont représentées et des différentes variables et modalités. Ce qui fait que, bon, on a essayé d'être le maximum représentatif des variables et des modalités qui ont été présentées par Marc dans la première partie, travail à distance, plateforme, etc., variable, automatisation, etc., pour qu'elles soient toutes présentes d'une manière ou d'une autre dans le rapport par des entreprises, des cas fictifs d'entreprise et de travail. Donc là, ben, voilà, on vous montre un peu le behind the scene, quoi, le making of, qui, on l'espère, va peut-être vous aider à construire vos narrations. Je reviendrai plus tard sur la construction de narration. Donc l'exemple de Copain, on en a parlé tout à l'heure. Copain, bah, c'est une petite coopérative. Copain, c'est les compagnons cobotisés. C'est une coopérative d'activité d'emploi, donc une CAE, qui permet, en fait, qui met à disposition des cobos à des travailleurs du bâtiment. Au moins, voilà, qui a chacun son petit boulot à droite à gauche, voilà, son chantier. Et par contre, en étant sociétaire de cette entreprise coopérative, ils peuvent accéder à un cobo. Et à la fin, ils peuvent en devenir propriétaires au fil des années. Sociale, un peu l'économie sociale. Et là, on a Guillaume. Alors, je reviens un peu sur le slide précédent. Pour créer les logos, on a fait appel à l'intelligence artificielle générative. En l'occurrence, un site qui s'appelle Luca, qui vous aide à créer des logos. Pour créer nos personas, on a fait pareil, appel à l'intelligence artificielle générative. En l'occurrence, on a utilisé Adobe Firefly, donc développé par Adobe, qui est globalement la plus éthique des IA génératives, parce que c'est obtenir le consentement des images, de tous les protecteurs d'images sur lesquels elle s'appuie pour générer ces images. Donc voilà, bah, il se présente, il adore les chantiers, il adore écouter la musique à fond pendant qu'il travaille, et il adore l'ambiance de Copain. Il s'est cassé il s'est cassé le dos, il a eu un gros problème avec voilà, de santé du travail, mais avec ses cobos, maintenant, il peut retravailler normalement, sans avoir trop à faire d'efforts avec son dos. Et voilà, il nous présente son expérience. Je vois qu'il y a des choses dans le chat. Je continue. Solène, tu peux relayer éventuellement si tu as une question. Non, non, c'était moi qui justement disais, vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas, voilà. D'accord. Pas de souci. Je m'invite à répondre à l'appel de Solène. Voilà, ce que je propose, c'est que peut-être, moi j'ai présenté un cas que je trouvais assez représentatif, qui est aussi un cas assez positif. Alors, vous devez vous projeter dans des futurs assez positifs du travail. Nous, on a une vision, on va dire, nuancée, tendance dystopique. Mais pourquoi on a pris ce parti pris-là dans le rapport? C'est parce que le problème c'est le problème de la santé et de la sécurité au travail. Donc, on doit développer des situations, on va dire, porteuses de risques, etc. Il n'y a pas que des entreprises négatives quand même, mais globalement, le prisme, voilà, il est plutôt sur
éveil de sensibilité sur les risques possibles. Ou vous devrez explorer d'autres choses. Mais quand même, construire une histoire, pour construire un personnage, etc., il faut un minimum de tension narrative. Ces tensions narratives, elles peuvent venir par des différents ouais, mais pas que, ça peut venir de l'extérieur, etc. Donc voilà pour Guillaume, hein, qui vit à Strasbourg et qui, pour 63 ans, a quand même bien servi. Et bah, il y a une autre personne qui est Seb, et que peut-être Marc, je te laisse présenter. C'était un peu notre mascotte. Oui, alors Seb, il est gérant d'une ressourcerie coopérative, mais sous forme de franchise, qui s'appelle Green. Mhm. Et alors, tout l'intérêt aussi de créer des personnages comme ça, c'est qu'ensuite on peut les interroger pour qu'ils nous expliquent un peu comment se passent les choses en 2040. Et donc, ce qu'on vous propose et ce qu'on va essayer de faire là, c'est d'interroger Seb sur les situations. J'espère que la connexion va fonctionner parce qu'avec 2040, c'est pas toujours très Bah, il y simple, a un mais on petit va voir. décalage horaire. Alors, merci Seb de nous accorder un petit peu de ton temps. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment sont gérées les questions de santé dans ton entreprise? Bonjour, et merci pour votre invitation. Je souhaite tout d'abord vous préciser que Green n'est pas vraiment une entreprise. Et encore moins, mon entreprise. Nous parlons plutôt de projets, dont je suis avant tout l'animateur. Concernant les questions de santé, je dirais que nous les abordons avec beaucoup de bienveillance. Chez Green, on est tous attentifs les uns aux autres. D'accord, mais l'autre fois quand on a préparé ça, tu m'as parlé d'un problème avec votre machine de recyclage du plastique. Oui, on a eu très peur lorsque Clara, notre apprentie, et Denis, un habitué, ont tous les deux perdu connaissance en utilisant la polyrégène, notre machine de recyclage local du plastique. Pourtant, ils avaient bien respecté le tuto vidéo d'utilisation. En fait, on avait décidé il y a quelque temps d'arrêter de rincer les paillettes de plastique pour économiser de l'eau dans le process. Mais visiblement, quelqu'un a fait entrer dans le processus de recyclage des emballages de produits chimiques, qui n'avaient pas été rincés. L'autre jour, pendant que le mélange chauffait avant la phase de moulage, des gaz toxiques se sont dégagés et Clara et Denis sont tombés comme des mouches. C'était impressionnant. Ah bah oui, en effet, mais dis-moi, vous avez été accompagné vous avez mis des mesures de prévention en place? Parce que, Déjà, maintenant, on ouvre la fenêtre du local pendant les phases de chauffe. Ensuite, on a mis un affichage pour demander aux donateurs de bien rincer les emballages qu'ils nous amènent. Mais vous savez, si on fait venir un spécialiste de la sécurité ici, il va nous imposer tellement de règles, qu'on ne pourra plus rien faire. On a besoin de liberté pour pouvoir tester des trucs un peu innovants. merci Sébastien. Voilà. Alors, en complément des IA que Pierre-Antoine citait tout à l'heure, l'animation vidéo du profil de Sébastien a été faite avec une IA qui s'appelle DID. Voilà. Alors, C'est tout en ça, donc, direct de la plateforme Boom, hein, c'est c'est à bien nommé un. par rapport à ce qui s'est passé dans son. Et donc, l'intérêt de tout ça, mis à part le fait que c'est assez distrayant et agréable, nous, ce qui nous intéresse, c'est derrière d'arriver à faire réagir des experts en santé au travail. Et donc, à partir de ces matériaux, à partir des profils d'entreprise, des profils de travailleurs qui ont été créés sur la plateforme Human at Work, on a fourni ça à des experts qu'on a fait cogiter sur le sujet. Et ça leur a permis en fait de mettre en évidence un certain nombre de questions en termes de risques professionnels, d'opportunités en prévention des risques, etc. Et ça, on l'a fait pour chaque cas d'entreprise et également de manière transverse. Alors, on ne va pas vous détailler les résultats sur cet aspect, mais quand même, on a quelques points assez transversaux qu'on peut partager avec vous. Le premier, c'est que dans les cas qu'on a décrits, les experts ont vu des organisations technocentrées qui quand même limitent la place du management humain et concourent à une intensification du travail. La deuxième question, c'est qu'on a des systèmes d'évaluation
qui sont de plus en plus basées sur des évaluations quantitatives et centrées sur les résultats, au détriment des approches plus qualitatives et qui ne prennent pas nécessairement en compte les conditions de réalisation du travail. Le troisième point, c'est qu'on a un décalage de plus en plus fort qui pourrait être observé entre la raison d'être des entreprises et leur discours et la place qui est accordée à la santé au travail dans leur pratique interne. Puis le dernier point qu'on souhaitait signaler, c'est une évolution des attentes en matière de RH, c'est-à-dire des entreprises qui peuvent de plus en plus être en recherche de ce qu'elles appellent du savoir-être, c'est-à-dire des profils de travailleurs qui sont définis plus sur leur attitude et leur capacité à adhérer à un mode de fonctionnement de l'entreprise au détriment de compétences métiers, ce qui nous pose problème parce que les compétences métiers portent avec elles aussi un certain nombre de savoir-faire en matière de santé et de sécurité. Voilà, je pense que là, on a fini sur l'aspect synthétique concernant cet exercice. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais sinon, Pierre-Antoine, tu peux reprendre la main sur des exemples et puis des conseils pour les Oui, candidats au concours. donc merci Marc et bravo pour cette interview en direct du futur. Passionnant. Euh, Là, on va rentrer dans une dernière phase. On a vraiment pris comme cas de départ le rapport final, mais là, on va rentrer dans une dernière phase où on va vous partager un peu d'autres exemples et globalement, à la fin, des conseils pour les narrations. D'abord, je reviens quand même sur le rapport et on a eu une petite séquence pendant tout le processus où on a fait appel à des étudiants. Et l'idée, c'était de recueillir leur vision du futur du travail. Et donc là encore, je vais vous partager euh, le making-of. Comment est-ce qu'on a poussé les étudiants à raconter les histoires? Eh bien, on leur a donné un cadre. Le principe de la page blanche et de la liberté créative débridée, j'y crois pas trop. On fonctionne quand même, notre cerveau est quand même plus créatif avec un minimum de contraintes. Donc là, on leur a donné un cadre aussi pour gagner du temps, parce que c'est un atelier assez court. Et donc, on leur a imaginé qu'ils étaient en 2050, 2040, et qu'ils travaillaient pour la plateforme Netflix. Donc, Netflix, c'est une plateforme qui met en scène le travail, hein. Donc, l'idée, c'est que, bah, voilà, donc déjà, ils sont dans un cadre. Dire, d'accord, je suis sur Netflix, en gros, mais Netflix, pour les gens qui ont la référence. Et je vais essayer de me dire, bon, mais dans ce cadre-là, qu'est-ce que je peux imaginer comme histoire? Mettre en mode film ou série, etc. Et après, ben, on leur a donné un petit canevas pour encore mieux cadrer l'histoire qu'ils voulaient raconter. Donc l'idée, c'est qu'ils aboutissent à... c'était ça qu'ils devaient nous livrer. C'était une sorte de page de présentation de la série qu'ils voulaient raconter, du film qu'ils voulaient raconter. Donc voilà, il y a quelques informations clés dessus. En gros, c'est le titre de l'œuvre, le genre à laquelle il appartient, un petit synopsis, des descriptions visuelles et une critique sur ce que ça dit du travail en 2040. Ben, là, si vous voulez, c'est un bon point de départ pour après construire votre histoire plus en détail. Ça vous permet de poser un peu vos ingrédients, vos jalons, où vous voulez en venir, c'est quoi la trame, etc., c'est quoi l'environnement visuel. Et puis après, vous pourrez pousser pour raconter votre histoire, ça vous donne un petit canevas. Et je vais vous présenter, ah oui, quelques éléments d'inspiration qu'on a partagé avec eux. Je dis, bon, ben voilà, quelques films déjà disponibles sur la plateforme pour leur donner des idées. Quand on dit un peu le travail d'imagination, mais l'idée là, c'était vraiment de les désinhiber. Avec, bah, je vous laisserai découvrir dans le replay peut-être plus en détail les différents films, mais voilà, ChatGPT ou Internet of Stranger Things, une IA super intelligente qui prend le contrôle du processus de travail de l'entreprise. Je ne sais pas trop qui travaille, qui décide, qui travaille pas. Massacre à l'imprimante 3D, suffisamment éloquent, etc. Donc l'idée, c'était aussi à travers ces titres et ces petites phrases descriptives de déjà mettre un peu en scène pour nous
les principales tensions qu'on avait identifiées sur la santé et sécurité. Les quelques créations proposées par les étudiants, qui avaient 3 pitchs de séries, ouais, ou de séries ou de films, hein. La première, c'était Les Augmentés. Les Augmentés, ça nous plonge dans, bah, justement, dans une société où on a la possibilité d'être augmenté cognitivement et on a un couple mixte avec une augmentée ou un augmenté et une personne non augmentée. Les augmentés ont les meilleures places de travail et les non augmentés occupent les tâches les plus ingrates. Et le couple est en train d'avoir un enfant, il se pose la question de est-ce qu'on va l'augmenter ou pas. Justement, à ce moment-là, on découvre qu'il y a plein de cas troubles de gens qui ont été augmentés et qui déraillent. Donc là, ça c'est un exemple intéressant peut-être pour vous, au niveau de la trame narrative, parce que le cœur de l'intrigue n'est pas forcément la vie au travail. Le cœur de l'intrigue est la vie intime, mais qui est impactée par le travail, ou dans laquelle il y a des mélanges avec la vie professionnelle. Encore une fois, là, c'est un prisme plutôt négatif, mais on peut tout à fait imaginer une même trame narrative un peu similaire, où le cœur de l'action, c'est, on va dire, un peu la vie quotidienne, la vie sentimentale, mais qui est percutée, traversée par le travail, mais dans une optique plus positive. On a le patron. Voilà, c'est une personne qui arrive le matin, on lui demande de faire des choses, mais en fait, il ne sait pas à quoi ça va servir. Et il ne sait pas qui lui demande ça. Et donc, tout le monde trouve ça normal, sauf lui. Donc, à un moment donné, c'est un peu kafkaïen, quand il se met à chercher, qui décide pas. Et à la fin de la première saison, il trouve enfin le bureau du patron, ils ouvrent la porte. Il y a ce fauteuil-là, mais le fauteuil se tourne, en fait, il n'y a personne. Et il y a Pause Café aussi, donc d'un travailleur 100% full remote, qui prend beaucoup de pauses, Zoom, etc., pour discuter avec ses collègues. Et à la fin, il y a un bug informatique, il se rend compte que tous ses collègues sont des avatars. Donc voilà, vous pouvez vous inspirer librement. Vous voyez, à partir de ce canevas de départ, n'empêche, ben, c'était des groupes. Hein. Ben, voilà, on a eu des créations, je dirais, quand même assez originales, assez poussées. Voilà, l'atelier il a duré 1 heure maximum hein, sur la narration. Bon, ils avaient leur trame. Il y avait un cas intéressant que tu pourrais en parler d'inspiration sur le travail. Peut-être, Marc, tu veux le Oui, détailler. alors j'ai vu une remarque dans le chat sur le fait qu'effectivement les cas présentés étaient plutôt dystopiques. Ça faisait partie un peu de la consigne qui avait été donnée aux étudiants, donc c'est pas étonnant. On les a fait travailler par ailleurs sur des choses plus positives. Mais comme l'expliquait Pierre-Antoine, hein, on a un prisme autour de la prévention des risques qui nous pousse à rechercher des situations à risque, justement. Et alors, l'autre exemple qu'on peut vous donner ici comme source d'inspiration qui vaut le détour, c'est Severance, et c'est pas un exemple très positif non plus sur l'avenir du travail. C'est une série d'anticipation qui se passe dans une entreprise où, en fait, l'entreprise propose aux salariés, au moment de les recruter, une solution radicale de séparation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont tous accepté à leur embauche de subir une intervention chirurgicale qui consiste à leur implanter une puce dans le cerveau pour opérer ce qu'on appelle la severance, qu'on pourrait traduire par la dissociation. Et donc, une fois qu'ils sont séparés en deux, ils ont l'exter et l'inter. L'exter, il sait qu'il travaille chez Le Monde, mais il ne sait pas ce qu'il y fait quand il y est, ni qui sont ses collègues. Et chaque matin, en fait, quand il arrive et qu'il emprunte l'ascenseur pour rejoindre son bureau, il devient l'inter. Et l'inter, lui, ne connaît rien de sa vie à l'extérieur de l'entreprise. Et à partir de cette trame, la série sert de support en fait de réflexion sur des problématiques liées au travail qui sont très actuelles, hein, sur les dérives managériales, le culte le culte de la personnalité du dirigeant, l'injonction au bonheur, la gamification, etc., etc. Donc c'est un exemple de série d'anticipation sur le travail qui peut apporter qui est assez créatif et qui peut vous aider à trouver des illustrations.
Oui, je reviens sur la remarque. Effectivement. Alors, il y a quand même un prisme, mais c'est quand même plus facile de raconter des histoires, on va dire, dystopiques que des histoires utopiques. Pourquoi? Parce que les contextes négatifs est propice à la tension narrative. Donc, tout le défi que vous avez, vous, hein, c'est de réussir quand même à produire une tension narrative tout en imaginant des futurs, on va dire, constructifs pour le travail. Mais c'est aussi pour ça qu'on a donné un peu tous ces exemples. Je pense que cette inspiration-là, vous pouvez la trouver, voilà, des mécaniques narratives appliquées au travail, vous pouvez la trouver dans les exemples. Là, je vais changer un peu le braquet. Je vais vous donner un exemple intéressant de format. Donc là, c'est un projet qu'on a mené pour l'Agence régionale du tourisme Grand Est, qui voulait nous projeter dans le futur du tourisme en 2050. Donc voilà, vous avez une consigne hein, qui est de produire soit des films, soit des bandes dessinées, etc., mais pas forcément pas de texte. Donc là, c'est pareil, hein, c'est des petites capsules du futur qui ont été produites sur la base d'une exploration prospective. Et puis après, on a transformé ça un peu en narration un peu plus poussée. Donc là, le principe de la capsule du futur, il y en a 4 ou 5 que vous pouvez découvrir sur le site ART Grand Est. Tapez capsule du futur. Et voilà, il y a un petit mécanisme narratif et aussi un format intéressant qui est un peu inspiré du stop motion que vous pouvez, je dis pas facilement reproduire, mais dans lequel vous pouvez vous inspirer sans avoir à faire appel à des dessinateurs ou à des acteurs. Chère mamie et papy, aujourd'hui, il faisait vraiment très très chaud dehors. Il y a une petite bug. On ne pouvait pas sortir à cause de la pollution. Alors, avec papa et maman, on est resté dans notre hôtel spécial. Le monsieur de l'accueil nous a expliqué que notre hôtel est construit dans des caves qui servaient à produire du champagne il y a longtemps. On a pu voir au musée que les gens y gardent des bouteilles en très bon état qui ne sont plus produites aujourd'hui à cause du réchauffement climatique. L'hôtel est vraiment très frais. Ça fait du bien. Demain, on va enfin pouvoir dormir sous le lac de Madine. Ce qui est trop cool, c'est qu'on a pu choisir la couleur des murs à l'avance. Et j'ai même choisi de mettre mon lit à côté de la salle de jeu. Le lac était vide pendant longtemps. Et il s'est enfin rempli grâce au torrent de pluie du mois dernier. J'ai hâte d'observer les poissons à travers la fenêtre de la chambre. Il paraît qu'il y a de nouvelles espèces à cause du réchauffement des eaux. Papa m'a même parlé de poissons exotiques. Etc. Donc, ce qui est intéressant là, c'est le dispositif narratif, le principe de la carte postale, de la lettre envoyée à la terre, etc., qui nous plonge dans un monde avec le regard candide de l'enfant. Et le format vidéo voilà, qui est une sorte de stop motion, un peu un dessin animé, etc., avec des choses que je pense qu'en ligne, vous pouvez trouver des outils qui vous aident à construire ce genre de format de façon assez accessible. Voilà, je reviens sur la question du modèle narratif. Vous devez raconter des histoires. Alors, il n'y a pas de grand secret hein, pour raconter des histoires, mais quand même, il y a des gens qui ont réfléchi à la question et qui ont proposé une sorte de structure pour raconter des histoires. C'est une tradition qu'on appelle la narratologie et qui a eu qui s'est donné pour mission de dégager comment dire, les grandes lignes de force qui composent généralement une histoire. Le premier à avoir fait ça, c'est un Russe qui s'appelle Vladimir Krov, qui a écrit un essai qui s'appelle Morphologie. Il dit c'est intéressant. Les contes racontent plein d'histoires différentes, mais ils ont tous la même structure. Et cette structure, elle est composée en plein de petites péripéties, il y a 21 péripéties, et 3 grandes séquences. En séquence, la séquence préparatoire, on pose le contexte et on doit réparer un forfait. La deuxième séquence, qui est la mise à l'épreuve du héros, et la troisième, enfin, séquence préparatoire, première et deuxième. La deuxième séquence qui est la séquence qui est on revient à la situation initiale et le héros. Donc, il y a d'autres personnes après qui sont intéressées à d'autres types d'histoires racontées. Donc, la sémantique structurale de Greimas qui dit, bon, en fait, dans tout récit, il y a à peu près 5 étapes clés. Il y a l'exposition de la situation initiale, il y a un élément déclencheur ou perturbateur qui vient apporter une sorte de tension narrative, les différentes péripéties du héros, un dénouement qui permettent de régler les péripéties positivement ou négativement.
et le retour à la situation finale, avec une différence par rapport à la situation initiale. Et enfin, le héros au milieu d'un visage. Alors tout ça, vous pouvez trouver tout un tas d'informations si vous tapez narratologie, récit, et tout ça sur Internet. De Joseph Campbell, beaucoup disent que Joseph Campbell a largement inspiré George Lucas dans la manière dont il a construit la narration de la Guerre des Étoiles. Donc lui, son concept, c'est le voyage du héros, avec pareil, plusieurs petites étapes et 3 grandes séquences. Le départ, donc il y a l'appel de l'aventure, l'initiation, différentes épreuves et la révélation de la sens, du sens de ces épreuves, et le retour, donc c'est-à-dire la modification du monde. En fait, quand je vous ai dit ça, je vous ai dit, est-ce que je vous ai appris grand-chose? Je ne sais pas. Parce que globalement, ce que nous disent un peu ces différentes structures, c'est dans une histoire, il faut qu'il se passe des choses. Et il y a un avant et un après ces choses. Donc, maintenant, je vais partager avec vous les 3 meilleurs conseils de narration. Les secrets magiques de la narration. Le premier, c'est Jean Gabin qui nous dit 3 choses pour faire un bon film. D'abord, une bonne histoire et enfin, une bonne histoire. Ensuite, on a le romancier Somerset Maugham qui dit il y a 3 règles à respecter pour écrire un roman. Mais malheureusement, personne ne les connaît. Et enfin, la Dame de Pique, Lewis Carroll, la Reine de Pique, qui nous dit pour raconter une histoire, c'est simple, commencez par le commencement et continuez jusqu'à la fin, et là vous vous arrêtez. Pourquoi je vous présente ces citations? En fait, un peu pour vous désinhiber. Parce que pour moi, il n'y a pas une manière de raconter une histoire. Sinon, ça se saurait. Et je pense que on est tous des narrateurs. On est tous des consommateurs d'histoire et des narrateurs d'histoire. Parce que le soir, quand vous rentrez chez vous, vous racontez ce que vous avez fait votre journée, vous racontez vos vacances, ce que vous voulez faire, etc. On sait tous raconter des histoires. Hein, l'idée, c'est comment est-ce qu'on met en branle notre imagination pour structurer tout ça, etc. Mais voilà, il n'y a pas un secret type. Et je dirais plutôt, faites-vous confiance sur l'histoire que vous voulez raconter, son déroulé et la forme que vous voulez lui donner. Parce que même les plus grands, voilà, ils n'ont pas de secret magique. Il y a plein de techniques narratives, etc. Mais au fond du fond, je pense qu'il n'y a pas de secret. Quand même, et j'en terminerai par là, quelques conseils. Je pense que voilà, pour l'histoire que vous allez raconter sur le futur du travail, et pour, on va dire, des narrations appliquées à des problématiques prospectives, il y a 3 ingrédients clés à mettre en œuvre. Le premier, c'est des éléments d'arrière-plan. Et là, vous pouvez vous référer à toute la littérature sur le futur du travail, etc. C'est dans quel monde on va vivre en 2050? Ce sera quoi le travail en 2050? Comment vont interagir les gens en 2050? Alors, vous faites un peu ce qu'on appelle dans la narration, dans le jeu vidéo, par exemple, le world building, la construction du monde, la toile d'arrière-fond qui va caractériser le monde dans lequel vous allez projeter votre histoire. Donc, ça, c'est le premier ingrédient. Ensuite, deuxième ingrédient, un personnage ou des personnages. Évidemment, jusqu'à preuve du contraire, c'est difficile de raconter des histoires où il n'y a pas de personnage. Hein? Donc, vous pouvez anthropomorphiser des personnages, vous pouvez dire que votre personnage n'est pas un humain, un robot, etc. Mais quand même, vous avez besoin d'une personne qui va incarner l'histoire que vous voulez raconter, la problématique que vous voulez mettre en œuvre, etc. Donc, un ou des personnages, un groupe de personnages, etc. Et vous les construisez justement pour qu'il y ait une cohérence avec l'arrière-plan que vous avez défini. Et enfin, une dramaturgie. Une dramaturgie, là, j'en reviens un peu à ce que disaient les spécialistes de la narratologie, c'est une tension, des épreuves, des péripéties, quelque chose à résoudre, etc. Ça peut être pour vous une dramaturgie assez légère, besoin d'imaginer la fin du monde, etc. Mais quand même, il faut qu'il y ait un minimum de tension narrative pour que le personnage ait quelque chose à faire et qu'il mette à l'épreuve le contexte et les éléments derrière. Voilà. Donc, c'est ces 3 ingrédients. Et je dirais que ces 3 ingrédients, le dernier conseil que je vous donnerais, c'est de les coordonner. Hein. C'est-à-dire que le rôle de l'histoire, justement, de la narration que vous allez mettre en œuvre, c'est de tisser les fils entre ces 3 dimensions pour que les 3 parlent un peu de la même chose. C'est-à-dire pour vous, le travail en 2050, hein, mais avec un prisme particulier. Vous voyez, le prisme technologique, le prisme coopératif, le prisme climatique, etc., etc. Mais vous pouvez, voilà, l'idée c'est que ces 3 ingrédients-là interagissent de façon coordonnée autour de votre fil narratif principal.
Écoutez, voilà pour ce tour d'horizon. On est parti du futur proposé par l'INRS et on a donné des éléments un peu plus généraux on a raconté une histoire, quelques autres exemples. Si vous avez des questions, je suis ouais. Merci Pierre-Antoine. Alors Oui. je vois que Jean-Éric Aubert a la main levée. On vous écoute Jean-Éric. Oui, bonjour, Jean-Éric Aubert, président de la Fondation 2100 et co-organisatrice du concours. D'abord vous remercier pour cette présentation remarquable et aussi pour les œuvres qui ont été présentées, on voit toute la créativité qu'il y a pu y avoir. Ma question, en fait, est plus sur l'impact qu'ont eu ces exercices. Par exemple, vous avez évoqué à la suite du premier exercice, après que Sébastien nous ait parlé, vous avez évoqué les réactions des experts en sécurité, si je puis dire. Euh, Comment est-ce que, je veux dire, cette interaction s'est faite? Comment ça se situe dans la stratégie de l'INRS? Et la même question vaut pour les productions des étudiants. Je n'ai pas très bien compris comment se positionner les étudiants que vous avez fait travailler et qui ont sorti ces histoires ou ces petits films. Comment est-ce que ça se positionne également par rapport à la stratégie de l'INRS? Et qu'est-ce que vous en faites au bout du compte? Marc, laisse peut-être. Oui, alors sur la démarche, effectivement, l'idée c'était de fournir les matériaux produits dans le cadre du design fiction et de les fournir aux experts en santé sécurité au travail. On leur a fourni ça en amont d'ateliers, en leur demandant déjà d'en prendre connaissance, d'y apporter un certain nombre un premier jet de commentaires, et ensuite on les a rassemblés dans des ateliers pour qu'ils puissent en débattre. En gros, il y a eu deux réactions vraiment dominantes. La première, ça a été de dire les futurs que vous nous décrivez ne nous font pas très envie. Et la deuxième a été de dire mais tous les ingrédients qui constituent ces futurs, ils sont déjà présents dans des situations de travail actuelles. Et donc, on est déjà quelque part confronté à ces problématiques. L'intérêt de la démarche, c'est que ça permet de gagner beaucoup de temps par rapport à la complexité et à la densité des contenus que j'ai présentés en amont. Ce passage par le design fiction permet de faire réagir de manière beaucoup plus rapide et presque immédiate des personnes qui sont extérieures à la démarche de prospective et de leur fournir tout de suite des matériaux. Quand on présente les cas d'entreprise, les profils de travailleurs, les gens rentrent tout de suite dans le commentaire, dans la discussion, dans la réaction. Après, concernant le travail avec les étudiants, nous, on avait cette volonté au départ de dire on ne va pas faire cet exercice sur le travail en 2040 en s'affranchissant d'un échange avec des jeunes qui vont rentrer dans la vie active. Et on s'est dit que en termes d'animation pour les faire s'exprimer sur le travail, ce recours à un atelier de design fiction était un très bon support. Voilà, même si cet atelier s'inscrit dans la démarche, mais est moins, on va dire, inscrit dans le côté linéaire de la démarche. C'est quelque chose qui est venu s'y ajouter et qui nous a permis quand même de conforter un certain nombre de choses et de voir que les futurs qu'on avait décrits dans notre design fiction n'était pas trop déconnecté par rapport aux questions que se posaient ces jeunes sur le futur du travail. Voilà. Et je rajouterai une chose, c'est la réception du rapport. Voilà, il y a certaines organisations syndicales, FO, il me semble aussi CFTC,
quand on fait un compte-rendu de ce rapport, de la institution, etc., mais qui ont beaucoup parlé des exemples des entreprises fictives, justement pour donner à présenter les futurs possibles du travail. C'est parce que ça rend les choses plus accessibles, plus parlantes. Merci beaucoup pour ces réponses, très utiles. Merci. Alors, on a une question d'Élise dans le chat concernant plutôt le concours du coup Positif Futur. Doit-on se positionner dans quelque chose de possible en 2050, donc assez proche, ou peut-on imaginer quelque chose de plus lointain qui nécessite plus de temps en termes d'avancées technologiques ou même d'évolution sociale? Permettre de répondre. Sur ça, j'ai envie de dire, il y a pareil, hein, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise démarche. Vous pouvez même vous lancer en racontant deux histoires, je ne sais pas si c'est permis par le règlement. Mais je dirais que, regardez, vous parlez d'avancées technologiques. Alors, on peut se figurer qu'en 2050, on ne va pas faire du surf sur Jupiter. Mais quand même, si on regarde il y a 3 ans en arrière, il y avait des avancées technologiques qui étaient bizarres, type le métavers, etc., qui d'ailleurs ne sont pas vraiment développées. Il y avait des avancées technologiques qui n'étaient pas dans le viseur. Et là, je parle d'intelligence artificielle générative, et qui ont quand même explosé, et qui ont bouleversé le monde du travail, et pas que le monde du travail. Donc, je pense que c'est difficile de se projeter sur la nature des changements technologiques à horizon 2050. En tout cas, il y en a certains qu'on ne peut pas avoir en tête. Donc, plutôt que de restreindre votre imagination, ça pourrait vous inciter peut-être plus à l'ouvrir. Maintenant, aussi, tout dépend un peu de la forme que vous pouvez donner à votre histoire. Si vous voulez lui donner une connotation, on va dire, assez réaliste, oui, à ce moment-là, si c'est pour vous plutôt peut-être une fable qui nous permet aussi de réfléchir à notre condition de travailleur, au du travail dans la vie, etc., de pousser l'imagination. Voilà, c'est pareil, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse. C'est un peu ce que je disais sur les ingrédients secrets de raconter une histoire. Ça, c'est, je dirais, raconter l'histoire que vous avez vraiment envie de raconter. Hein. Voilà. Je dirais quand même, par rapport à ce qui est attendu de l'ANACT et de l'INRS, je parle sous le contrôle de Marc Malenfer, il y a quand même une attente par rapport à quelque chose de réaliste, de crédible en 2050. J'insiste sur ce point parce que on avait, je vais vous dire, initialement, on avait dit, mais pourquoi pas tenter le travail en 2100? Et lorsque nous avons suggéré cette idée à nos sponsors de l'ANACT et de l'INRS, la réponse a dit non, non, quand même, soyons, je dis pas raisonnables, mais par rapport à ce qu'est notre propre stratégie, on souhaite se situer en 2050. Voilà, je peux vous donner quand même ce retour important de nos camarades, de nos collègues de Oui, l'ANACT et de l'INRS. Peut-être Marc souhaite ajouter quelque chose. ben, ça renvoie quelque part à l'utilité de la prospective. Pourquoi on fait de la prospective? C'est pas uniquement pour se faire plaisir, quoi, même si on prend du plaisir en faisant, hein. Mais c'est quand même pour orienter des décisions stratégiques qui doivent être prises aujourd'hui. Et donc se projeter en 2100, ça nous emmène un petit peu loin et on a un niveau d'incertitude qui est tel sur un certain nombre de variables qu'on n'arrive pas à quelque chose de très utile aujourd'hui. Or, quand on a une unité avec qu'on paye des gens pour faire de la prospective, il faut quand même que ça serve à quelque chose. Et donc, dans nos organisations, on nous dit alimenter nos réflexions, même si c'est des réflexions moyen terme. Et déjà, 2050 pour nous, 2050 sur le Mm. travail, c'est déjà un horizon assez lointain pour pouvoir voilà, initier des réflexions stratégiques, des travaux de recherche, etc., qui vont pouvoir nous permettre de nous préparer au mieux à ce futur possible. Je me permettrai juste un petit bémol. Enfin, pas une petite vision, on va dire, je vais défendre, je vais me faire l'avocat de l'imagination. Deux petites choses. La première, c'est sur les avancées technologiques. Quand je reviens sur qu'est-ce qui est réaliste technologiquement. S'il y a 5 ans, on vous aurait dit, voilà, en
2024, vous allez dialoguer avec une machine qui va écrire à la manière de Victor Hugo aussi bien qu'à la manière de Proust et de ceci, de cela, j'aurais dit science-fiction. D'accord? Donc, voilà, je pense qu'il faut garder un peu cet état d'esprit-là. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'on vous a raconté une histoire qui va parler du monde du travail en général ou de quelque chose d'assez spécifique? Parce que là encore, dès aujourd'hui, on a des modèles d'entreprise. Voilà, dans le rapport, on a découvert, on allait dans une entreprise qui se réclame de la perma-entreprise. Bon, c'est un modèle original qui existe déjà aujourd'hui. D'accord? Donc, après, à vous de creuser si c'est effectif ou non, mais il y a une entreprise qui marche, qui a un certain nombre de salariés et qui se réclame de la perma-entreprise. Donc, vous pouvez tout à fait imaginer ce genre de modèles qui peuvent sembler un peu décalés et qui sont quand même qui sont quand même réalistes parce qu'ils font déjà partie de la réalité et qui pourront faire partie de la réalité de 2050 a fortiori, même si voilà, encore une fois, hein, j'ai dit dans le degré de réalisme et d'imagination, il y a quand même peut-être des choses que vous ne pourrez pas forcément imaginer. Voilà, c'était mon petit laïus sur ce que je voulais préciser quand même. Merci. Merci Pierre-Antoine. J'ai vu le message de Solène. On a épuisé le temps qui nous était imparti. Mm. Voilà, mais on aura moyen de récupérer vos questions si vous en avez des nouvelles à adresser à Solène. Et alors peut-être que Solène, je te donne la parole pour annoncer le prochain webinaire. Oui, tout à fait. Alors, du coup, on continue cette semaine avec un webinaire qui est organisé par l'ANACT, qui aura lieu ce jeudi à 14 h sur la plateforme Webikeo sur le sujet des transformations à l'aune des enjeux d'égalité et de genre. Et nous avons un deuxième webinaire également prévu, alors du coup, pour après les vacances, ce sera le 29 février le jeudi, donc à 18h30, avec Thomas Coutreau et Jean-Éric Aubert, sur les modes de management alternatifs pour questionner un petit peu les transformations et l'avenir de ces nouveaux modes de management. Voilà. Donc, toutes les informations sont sur le site internet de Positif Futur. On vous mettra aussi également ce webinaire en replay. Merci bien. Bonne soirée à tous. Merci Au beaucoup. revoir, merci.